Bonjour et bienvenue à la Japan Touch. Nous sommes dimanche, il doit être 11h30 actuellement et nous avons le grand plaisir et grand honneur de pouvoir interviewer le visiteur du futur. Donc j'aimerais bien pouvoir commencer par une petite présentation déjà de toi et très rapidement de la série pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment. D'accord, donc moi c'est François Descraques, je suis le créateur, le scénariste-réalisateur de la série Le Visiteur du Futur. C'est une série de science-fiction et d'humour, principalement d'humour, qui a débuté sur internet de façon assez simple, voire même cheap, on peut le dire, et qui a évolué, qui a été après diffusé sur No Life, et qui maintenant est produit par Ankama, ainsi que France Télévisions Nouvelle Écriture. On continue et là on va présenter la saison 3 qui s'appelle Le Visiteur du Futur et les missionnaires et on présente en avant-première à la Japan Touch à Lyon cet après-midi. Et du coup, j'aimerais bien partir sur cette saison 3. Est-ce que ça vous fait une grande différence l'avant-après en Kama? Alors en fait l'avantage qu'on a c'est qu'il y a déjà eu une grande différence entre la saison 1 et la saison 2. Même si ces deux saisons étaient autoproduites, la saison 1 a été faite très simplement, avec le moins de matériel possible, histoire de garder une sorte d'homogénéité par rapport au début de la série. Et dès la saison 2, j'ai voulu montrer qu'on pouvait maîtriser la technique. Et donc on a commencé à tourner avec les appareils 5D Canon qui permettent d'avoir une belle image, avec une équipe de plus en plus conséquente. Donc on s'était déjà habitué à des tournages, on va dire, professionnels. Sachant que toute l'équipe qui travaille sur Le Visiteur Futur, même avant, sont des professionnels, des comédiens aussi. Donc ça n'a pas été du jour au lendemain quelque chose genre on vient de la rue, on dit tenez, voici un billet, allez, achetez-vous des vêtements, soyez propres et on va vous mettre sur le devant de la scène. Ça a été beaucoup plus progressif et nous on a appris pendant cette période d'autoproduction, ce qui fait que quand Ankama est entré dans la boucle de saison 3, ça a apporté beaucoup de choses. Déjà ça a apporté le fait qu'on est payé pour ça. Ça a apporté d'autres gens au niveau de l'équipe technique, mais je pense pas qu'il y ait un gap de fou vraiment entre la saison 2 et la saison 3, et tant mieux justement. Ça veut dire qu'on était déjà prêt avant. Ça permet de vraiment continuer dans la même optique, dans Voilà, la même c'est-à-dire dynamique. je pense qu'il y a surtout un gap de confort et donc de plaisir, et donc je pense aussi de ce fait de résultats dans les épisodes. Voilà quoi, on n'a pas voulu faire un truc qui soit très très différent de la saison 2, on voulait juste que ce soit mieux. D'accord, mais vous avez quand même une équipe qui s'est vue quand même s'agrandir et aussi de nouveaux acteurs se rajouter. Je pense à Simon Astier qui est venu vous aider. Est-ce que ça, vous pensez que c'est quand même un grand plus ou... Oui, ça pour le coup totalement, parce que pareil, quand on a commencé la série, mes modèles étaient et toujours, ils sont toujours que ce soit Kaamelott d'Alexandre Astier ou HeroCorp de Simon Astier. Et donc pour nous c'est incroyable de pouvoir faire participer Simon Astier dedans. Jamais on y aurait cru. On l'a eu grâce à l'émission que j'ai tournée l'année d'avant, qui s'appelle le Golden Show. Et c'est Monsieur Poulpe qui m'a filé le contact et qui m'a dit n'hésite pas. Moi je fais non mais il voudra jamais et tout. Il a dit mais si, n'hésite pas. Et il a accepté. Et c'était un vrai bonheur de le retrouver sur un tournage du Visiteur du Futur. C'était improbable, sachant qu'en plus c'est un comédien mais aussi c'est un réalisateur, ce qui fait qu'il peut être très marrant et en même temps il sait très bien comment se comporter sur un tournage où il n'est pas le réel lui-même. Voilà, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'il était très respectueux de mon travail et on s'est super bien entendu et c'est vraiment génial de travailler avec lui. D'accord. Et maintenant, on passe vraiment à des épisodes de 10 minutes chacun. Ouais, 12 minutes environ. D'accord. Donc un peu plus long quand même de ce qu'on Ouais. avait au tout début. Est-ce que ça change concrètement quelque chose? Oui, alors en fait, voilà, ça c'est la principale différence avec avant, c'est que dans la saison 1, il y avait un format d'environ 3 minutes, 4 minutes, même si ça a un peu évolué dans la saison. La saison 2, c'était très clairement du 7 minutes, qui correspondait à ce qu'on pouvait tourner en minutes utiles en une journée. C'est-à-dire qu'en une journée, on peut faire un épisode de 7 minutes, à part le dernier épisode de la saison 2 qui est plus long. Et là, on s'est dit, ok, on va essayer de se mettre un challenge, on va essayer de faire un format régulier. Donc on s'est dit 12 minutes, parce qu'en fait, on s'est dit, ok, on va tourner 2 épisodes à chaque fois de 12 minutes en 5 jours.
En fait, ça nous permet en fait de ce qu'on appelle cross-border. Cross-border, c'est quand on tourne dans un décor, on tourne plusieurs scènes de plusieurs épisodes. Et donc, dans la saison 2, l'handicap de la saison 2, c'est que globalement, chaque épisode se passait dans un même lieu. Et en 7 minutes, c'est un peu redondant et le rythme se perd. Là, quand on cross-board, on peut avoir beaucoup plus de lieux dans un épisode. Et donc, ça nous permet d'avoir plus de rythme. Et donc, même si c'est du 12 minutes, donc c'est plus long, il se passe 3 fois plus de trucs que dans les épisodes d'avant. D'accord. Bon, ça c'est une bonne chose à savoir. Et du coup, vous avez fini de tourner complètement? Non, en fait, on a là au jour d'aujourd'hui, donc on est en novembre, on a tourné 8 épisodes sur 10. Voilà, et donc la saison fera 10 épisodes donc, de 12 minutes, donc pour un total d'environ 2 heures. D'accord. Bon, et le premier épisode sort la semaine prochaine, donc le 18 à 18h. Le 18 novembre à 18h, absolument. Est-ce qu'il y a la pression qui commence à monter? En fait, l'avantage, vu que ça fait quand même, puis on a commencé à faire les avant-premières depuis quelques mois, donc dans ma tête, j'ai l'impression que les gens l'ont déjà vu, même si sur Internet c'est pas encore en ligne, mais comme on l'a montré à beaucoup de conventions, c'est comme si c'était déjà sorti, donc j'ai moins la pression qu'avant, même si forcément je vais être très attentif sur les résultats, sur les retombées, mais on est un peu plus serein parce que voilà, c'est pas quelque chose, globalement beaucoup de gens l'ont déjà vu et nous ont dit que c'était bien. Surtout le premier épisode, enfin j'ai vraiment confiance dans le premier épisode parce que Simon Astier porte vraiment cet épisode. Vous avez pas vu? Non? Pas encore? Voilà. Bah, vous allez voir. Donc on a vraiment hâte et j'espère que ça va plaire, quoi. D'accord, mais pour le moment en tout cas, vous avez de bons retours sur ces avant-premières. Oui, alors on a des très bons retours sur les avant-premières parce que forcément on touche les plus fans des fans. Après, je sais que, bon voilà, quoi, forcément sur Internet, tout le monde ne sera pas aussi fan qu'en convention, il n'y a pas la même ambiance et tout, donc je m'attends pas à des retombées de fou, quoi. Mais nous, on est serein dans le sens où on est déjà fiers du résultat. L'équipe, on a déjà vu environ la moitié de la série, là, monter même si c'est pas finalisé. Et donc, on se dit, ok, putain, ça va très vite et ça prend vraiment des risques très vite. Et on a une saison qui vraiment va. Il se passe beaucoup de choses. Tu vois. Dans un épisode, je pense pas qu'on. Alors, c'est pas, je ne demande pas aux gens de regarder plusieurs fois les épisodes, mais je ne pense pas qu'en un seul visionnage, on peut tout voir. D'accord. Et aussi, est-ce qu'il y a 3 ans et demi à peu près maintenant, ouais. Est-ce que tu t'attendais à avoir ce succès maintenant, à arriver jusque-là, quoi? Pas du tout. En fait, je pense que la force de la série, c'est qu'elle n'a pas été planifiée de A à Z. Au départ, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire pour me faire plaisir et faire plaisir à mes potes. Il n'y avait aucune volonté de faire un truc ambitieux. Et c'est en faisant quelque chose de simple, basé sur le plaisir qu'on peut avoir en tournant ensemble, en s'amusant, en faisant un truc carré et fun, et ben c'est là qu'on a trouvé, je pense, une bonne idée qui a fait que les gens ont dit « Ah mais c'est vachement bien » parce que le plaisir que nous on avait, eux ils l'ont retrouvé en le regardant. Et c'est en faisant comme ça, en faisant étape par étape, en disant, on n'a pas dit du jour au lendemain, ok, on va faire une série de SF avec des effets spéciaux, on va appeler Simon Astier. Non, on a fait ça étape par étape, ça a pris du temps. Et donc, je ne l'avais pas planifié du tout et c'est justement pas plus mal. Et pour la SF, est-ce que c'était un sujet qui te tenait à cœur? Oui, là, moi je suis vraiment un fan de science-fiction depuis que j'ai 10 ans. Depuis que mon père m'a fait lire des livres de Philippe K. Dick, oui, à 10 ans. Philippe K. Dick à 10 ans, c'est chelou parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Et donc forcément, ouais, c'est un de mes genres de prédilection. Mais je ne pense pas être un expert du genre, mais c'est surtout un genre où on peut faire plein de choses. Et on peut le traiter de plein de façons différentes. Et nous, on utilise beaucoup l'humour, parce que je trouve que dans la science-fiction, il y a peut-être des fois pas assez d'humour, notamment en France, où on fait des films de science-fiction de temps en temps, mais c'est souvent très dépressif. Et moi, c'est pas forcément mes films préférés. J'aime bien quand il y a un décalage, j'aime bien quand il y a un truc un peu foufou. Et dans Le Visiteur, on peut se permettre ça, quoi. Et surtout, dans Le Visiteur futur, on peut se permettre plein de types d'histoires. C'est-à-dire que la base de l'histoire, c'est le voyage dans le temps, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a les robots, il y a des histoires d'amour. Il y a plein de types d'histoires qui peuvent être traitées dans cet univers et c'est pour ça que c'est pour moi intéressant d'en faire autant d'épisodes là. Et
Enfin, il y a cette thématique d'écologie et de fin du monde qui est donc omniprésente. Ouais. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose d'important ou plus ou qui sert au final le scénario? Un peu les deux. Il n'y a pas un message forcément. Il n'y a pas une volonté vraiment de faire passer un message. Pour moi, c'est plus un constat. C'est genre, vu comment on est lancé, il y a, on va dire, de fortes chances pour que le futur apocalyptique du visiteur arrive vraiment. Mais voilà, mais le but de la série, c'est de montrer comment ces choses-là sont provoquées. Et elles sont toujours provoquées par des gens qui n'ont pas conscience des réactions qu'ils vont provoquer parce qu'ils sont coincés dans leur vie et qu'ils ne pensent pas à 500 ans plus tard. Et c'est normal, personne ne pense comme ça. Et il y a un des thèmes récurrents de la série, c'est ces individus qu'on voit dans la série, comme Raph, comme après le personnage de Soren Prévost dans la saison 2, comme le personnage de Ludovic aussi, et après vous verrez avec Simon Astier. C'est des personnages qui sont centrés sur leur vie et à qui on dit alors attention parce que il y a un truc qui va t'arriver qui est une bonne nouvelle pour toi, qui est peut-être un truc qui va te faire avancer, mais par un effet papillon de fou, ça va provoquer une catastrophe et il y aura des enfants qui vont mourir dans le futur. Et globalement, les personnages, même si c'est des gens fondamentalement pas mauvais, ils disent tous mais fuck les enfants du futur, je les connais pas ces gens-là moi, je les connaîtrai jamais, donc je vois pas pourquoi je devrais sacrifier ma vie pour des gens que je connais pas. Et ça je trouve que c'est une thématique intéressante parce qu'au-delà de l'écologie pure, c'est vraiment basé sur la mentalité humaine qui a du mal à se projeter en dehors de notre vie à nous, tu vois. C'est-à-dire que c'est un truc que même les animaux ils font sans s'en rendre compte, c'est que les animaux, leur pensée primaire c'est la survie de l'espèce. L'humain c'est le seul qui ne pense pas forcément à ça, ou tu dois faire un effort pour y penser. Tu dois se dire, ah au fait peut-être que la Terre sera inhabitable, ça sera peut-être dommage. Et il doit faire un effort, il doit trouver d'autres gens, alors que c'est parce qu'on est humain, et ça je trouve ça intéressant. Et il n'y a pas de prise de position, je dis pas, il faut pas faire ça. Je pense que moi-même je serais comme ça aussi. Si un mec arrive du futur me dit ah au fait il faut que tu quittes ta copine, puis il faut que tu démissionnes de ton job, et puis il faut que tu donnes tout ton argent pour que plus tard des gens vivent bien, j'hésiterais quoi. Et je me demandais aussi, il y a pas mal d'éléments des SF qui sont, disons, pas vraiment dévoilés, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un parti pris? Alors ça c'est marrant parce que là-dessus j'ai une réponse très claire. En fait c'est que chaque fois il y a des mécanismes dans le Vision Futur, comme le voyage dans le temps, la machine, comment elle fonctionne, quelques paradoxes, d'où viennent certains personnages et tout. Et ça à chaque fois que j'écris, j'ai toujours cette possibilité de l'expliquer. Et des fois je l'explique quand ça me semble important, puis des fois je me dis putain mais en fait je vais passer 2 pages à expliquer un truc qui au final ne fait pas avancer l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire doit avancer et si on doit passer 2 pages pour expliquer un mécanisme purement pseudo-scientifique, je pense que les gens vont se faire chier même s'ils auront une réponse. Et donc des fois je me dis bon je l'explique pas, moi je connais la réponse, si les gens peuvent y réfléchir ils trouveront la réponse aussi, mais je veux pas non plus passer trop de temps. En plus on a un format court, on ne peut pas se permettre. Et j'étais rassuré parce que là je suis allé voir un excellent film récemment qui s'appelle Loopers avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt et j'ai écouté une interview du réalisateur et il a répondu la même chose par rapport à ses principes à lui, dans le sens où il disait voilà il y a plein de trucs que lui dans sa tête c'est très cohérent, il a passé 1 an à tout réfléchir mais il s'est dit si je l'explique ça prend trop de temps et c'est chiant quoi. Et c'est chiant et l'important c'est pas tant les mécanismes on va dire de fonctionnement du voyage dans le temps, l'important c'est ce que font les personnages. Donc il faut trouver le juste milieu entre qu'est-ce qu'on explique, parce que c'est important d'expliquer des choses pour que les gens ne soient pas perdus, et qu'est-ce qu'on n'explique pas pour pas leur prendre la tête. Mais dans le visiteur il y a des bonus, il y a dans le DVD saison 1 on a le manuel de la machine à voyager dans le temps qui explique pas mal de principes du voyage dans le temps, des trucs qui auraient été chiants à expliquer et on les explique dans un manuel avec des blagues aussi. Voilà, pour faire un complément d'information de l'univers. D'accord, et donc ça c'est peut-être aussi un des avantages d'avoir d'autres supports, d'avoir la Gazette du Futur, Exactement, alors la Gazette du Futur, justement parce que la Gazette du Futur à la base c'est un faux journal qui présente en avant-première la bande dessinée. Et la bande dessinée c'est une aventure du Vision Futur qui va sortir
à la fin de la saison 3, en mars, vers mars-avril 2013. Et pour le coup, cette bande dessinée, pour moi, elle est importante parce qu'elle explique ce qui se passe entre la saison 1 et la saison 2. Et elle explique 2-3 trucs qu'on entend vite fait et tout, en background dans les saisons. Et voilà, donc d'avoir d'autres supports permet d'éclaircir certains trucs, d'apporter d'autres histoires, d'autres points de vue, et surtout à travers d'autres médias qui nous permettent de raconter des trucs qu'on ne peut pas raconter en série. Oui, j'aurais bien aussi aimé savoir tes influences personnellement. Alors, par rapport aux histoires du futur, j'en ai... globalement, je pense avoir été beaucoup influencé par les livres de Philippe K. Dick, qui est un auteur qui a donné pas mal de grands films de SF, mais dont les livres sont encore plus fous que les films qu'il a... Le seul film adapté de Philippe K. Dick qui ressemble vraiment à un de ses bouquins, c'est Scanner Darkly, qui est vraiment barge. Et ça, c'est un truc qui me plaît bien. C'est-à-dire que c'est un Philippe K. Dick qui fait de la SF avec beaucoup de second degré, avec beaucoup de métaphores et tout, où il ne se concentre pas forcément. C'est pas comme Arthur C. Clarke qui lui va essayer d'expliquer d'un point de vue scientifique comment un vaisseau va fonctionner dans l'espace. Philippe K. Dick il s'en fout de ça. Il va juste parler de la psychologie humaine et comment tous ces paradoxes temporels, tous les trucs avec les robots sont des métaphores de maintenant, quoi, de ce qu'il lui vivait et des humains. Ça m'intéresse plus comme type de science-fiction. Sinon, une des références majeures pour moi, c'est Red Dwarf, qui est une série anglaise, une sorte de sitcom dans l'espace, et qui, pareil, est très pointue d'un niveau SF, et en même temps qui est très débile, puisque c'est vraiment de la comédie pure en sitcom, avec un public, des gens qui rient et tout. Et ça, c'est vraiment pour moi une des meilleures séries qui existent. Voilà mes principales influences, mais après il y a des séries aussi un peu plus dramatiques, sérieuses, comme Battlestar Galactica, Lost, où je me suis vachement plongé dedans, mais pareil, Battlestar Galactica et Lost sont inspirés aussi en grande partie de Philippe K. Dick, donc tout se retrouve. Et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens, là notamment sur l'expo, qui m'ont parlé justement de l'envie de faire des web-séries, Ouais. de se lancer dans ce processus-là. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Ouais, alors justement, il y en a beaucoup qui viennent me voir et ils me montrent leur appareil photo. Ils me disent alors moi j'ai cet appareil, mais quelle optique tu me conseilles? J'ai ce logiciel, j'ai payé 400 boules et tout. Et je leur dis mais vous savez que moi quand j'ai commencé j'avais rien. J'avais une caméra qui était à peu près comme celle que vous avez, même je crois moins bien. Et que c'est pas le matériel qui compte dans le sens où il faut prendre ce dont on a accès. Et après, à partir de là, on commence et il faut pas se dire « Ah, il me faut un putain d'objectif à 1000 € et tout ». Surtout pas, quoi, surtout pas. Il faut commencer avec ce qu'on a, il faut maîtriser l'appareil, il faut maîtriser le son et l'image pour que ce soit clair au niveau de l'image, clair au niveau du son. Et après, il faut s'exercer et faire plein de films. Et surtout, il ne faut pas se lancer justement, parce que nous, on ne s'est pas lancé dans une série de 3 saisons. Au début, on a dit on fait 3 sketchs. Et c'est ça qui nous a permis de faire 3 saisons. C'est qu'on ne s'est pas mis une pression de fou en disant ok, je fais un arc narratif sur 3 saisons et au bout de 3 épisodes, j'ai plus envie de le faire parce que c'est tellement lourd, il y a tellement peu de retours finalement. Parce qu'en fait, quand on fait une web série ou n'importe quel projet artistique en général, l'investissement qu'on met dedans, l'investissement de temps, de travail, il n'est jamais remboursé à 100%. C'est-à-dire que même si les gens disent c'est génial, t'es un génie, ça rembourse jamais toute l'énergie que tu as mis dedans. Et donc, pour ça, ça veut dire que, en gros, pour continuer à faire des vidéos, pour pas abandonner, il faut vraiment aimer le faire. Parce que si t'aimes pas le faire, il faut pas le faire. Si t'attends juste du buzz ou des vues ou des pouces verts sur YouTube, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que t'en auras jamais assez. T'auras toujours moins de pouces verts et de vues que Norman. Donc faut pas se mettre ça comme objectif, quoi. Il faut vraiment faire ça parce que ça fait plaisir et parce que aussi on a des gens autour de nous, parce que forcément quand tu es une web série, t'es pas forcément tout seul, tu dois convaincre des gens et il faut qu'avec ces gens-là ça se passe bien et il faut que ces gens-là n'aient pas l'impression de travailler gratos pour toi et de se lever le matin et tout. Et d'ailleurs un des conseils que je donne c'est quand vous commencez à faire une web série, ne faites pas le matin. Demandez aux gens de venir à partir de 14h parce qu'ils n'auront pas l'impression de se réveiller en disant oh, et de te haïr. Si un jour tu dis à tes potes venez le dimanche matin on va faire un super truc et qu'ils doivent se lever à 8h ils font là, déjà ils aiment pas le faire. Et si tu leur dis revenez la semaine prochaine ils feront. Alors si tu leur dis venez à 14h et le visiteur c'était venez à 14h, on tourne, je vous file des Tinder et à 18h on prend l'apéro. Donc ils font ok, c'est-à-dire qu'en soi ils n'ont pas l'impression de travailler. Et c'est comme ça que je les ai un peu carottés, quoi. D'accord.
J'aimerais faire un petit détour par la musique aussi. Ouais. Et prends un peu. bien sûr. Et oui, tout simplement savoir si à la base tu connaissais Jimmy Tillier ou si, enfin, comment s'est fait cette collaboration au final? Alors Jimmy, en fait, bon, je le connais depuis le BTS, donc le BTS audiovisuel qu'on a fait, il y avait aussi Slim, il y avait aussi Anaïs, il y avait plein d'autres gens qui ont travaillé sur la série. Mais c'est vrai que la saison 1, pour le coup, comme j'avais pas forcément trop d'ambition, j'avais utilisé des musiques dont j'avais pas les droits. Et à la fin de la saison 1, quand on a commencé à faire la saison 2, je me suis dit putain, il y a du succès, beaucoup de gens regardent, ça va nous retomber sur la gueule au bout d'un moment. Et donc j'ai appelé Jimmy et tout, j'ai dit écoute Jimmy, j'ai commencé une série, alors je lui ai demandé deux trucs, je lui ai demandé d'ailleurs de faire la saison 2. Et donc il a commencé à composer des thèmes et tout, etc. Et là-dessus, ben, ce qui est génial avec Jimmy, c'est que musicalement on s'entend très bien et il sait ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que globalement, je lui dis tout, voilà les thèmes dont j'ai besoin. Je dis j'ai besoin d'un thème d'action, j'ai besoin d'un thème triste, j'ai besoin d'un thème romantique. Et il me le décline avec plusieurs arrangements. Et moi après je le remonte dans l'épisode. Et après je le renvoie. Et après lui, il fait les transitions pour que ça passe nickel, ça fasse pas trop coupé à la machette. Et donc là-dessus, c'est vraiment un bonheur de travailler avec lui. C'est simple en fait, c'est que quand je suis allé chez lui, la première fois qu'on a commencé à discuter musique, je suis allé chez lui et j'ai vu tous les albums qu'il avait de musique de film. J'ai fait ok, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ok. Donc on est vraiment fan des mêmes compositeurs, James Newton Howard, Harry Gregson Williams. Les grands, John Williams, Daniel Fan et tout. Donc ce qui fait que si je lui dis ok, alors là je veux du John Newton Howard, après avec du Harry Gregson Williams, puis après un truc un peu à la Daniel Fan, il fait ok, je vois le truc. Et, et donc c'est vraiment un bonheur de travailler avec lui. Il fait ça pratiquement tout seul, à part quand il a besoin de quelques instruments, on a des potes de venir faire du violon et de la guitare. Et il travaille super vite et c'est génial, quoi. Donc vraiment un échange qui se fait très naturellement au final. En fait l'avantage c'est que comme j'avais fait la première saison avec d'autres musiques, en gros il a pu voir le genre d'univers c'était. Tu vois. Il a dit ok, je vois très bien le genre de musique dont tu as besoin, donc il pouvait pas faire un hors sujet, quoi. Et dès la saison 2, en fait je l'ai poussé, je lui ai dit dans le Visiteur du Futur, il y a de l'humour, mais la musique c'est pas censé être un truc drôle. Donc il faut que tu fasses une musique comme si on faisait un putain de film d'SF épique. Et d'ailleurs des fois même il m'envoie des musiques, mais il y a des instruments de fou, c'est vraiment, on a l'impression de voir, quand tu écoutes la musique, tu as l'impression de voir une scène de bataille à la Braveheart, et je lui dis, oh bâtard, il va falloir que je fasse des images à la hauteur de ta musique maintenant. Savoir ce que tu fais en fait en dehors de ça, si tu as un peu d'autres projets à part Visiteur du Futur. Alors la chance que j'ai, c'est que maintenant, grâce au Visiteur du Futur et à mes autres projets, c'est mon travail à plein temps de faire des web-séries, même si dans ma tête je me dis jamais je suis réalisateur web-séries, je fais des séries qui se trouvent sur internet, qui sont diffusées à droite à gauche dans d'autres médias. Donc ça c'est cool. Là on vient de terminer une autre série que j'ai faite avec Slim qui joue le Dr. Rick Testafolt, qui s'appelle Les Opérateurs. Et voilà, donc ça c'est terminé, on est très fiers. Là il faut maintenant terminer la saison 3. Ce qui n'est pas une mince chose puisque les 2 derniers épisodes sont forcément les plus durs à faire. Et après on va voir en fonction des retombées sur quoi on enchaîne. Sachant qu'il y a encore du boulot dans l'univers du Visiteur du Futur je pense. Donc je pense qu'on pourrait continuer facilement à trouver des histoires. Voilà quoi. Après il faut juste qu'on nous confirme si on peut continuer, mais moi je suis à fond. Bon, ça fait plaisir d'entendre. Est-ce que tu veux peut-être rajouter un petit mot pour terminer? C'est diffusé quand, la semaine prochaine? Je pense un peu plus tôt, non? Ouais, donc juste à un moment là. Bah alors donc donc je fais un petit résumé. Donc la saison 3 elle s'appelle le Visiteur du Futur, les missionnaires. Ça commence à partir du 18 novembre. C'est un épisode toutes les 2 semaines, à part vers Noël-décembre, parce que là c'est là où en gros il y aura peut-être un moment 3 semaines parce que les gens ils partent, voilà. On est très content du résultat, on espère que ça va vous plaire. Ça sera sur le visisteurdufutur.com, sur le Studio 4.0, qui est la plateforme web de France Télévisions. Et donc c'est génial pour nous parce que en fait c'est hébergé par les players de Dailymotion qui en fait c'est eux qui ont mis en avant le Visiteur du Futur au début. Et donc
c'est génial parce que même si on est produit, même si maintenant il y a Ankama plus France Télévisions qui produisent, au final ça reste sur Dailymotion. Donc il n'y a aucun changement vraiment pour le public lambda qui veut voir les épisodes et ça c'est plutôt cool. Juste une petite subtilité, mais bon, en gros sur Dailymotion ce sera vu qu'en France. Le player il est lisible qu'en France, mais on mettra le même jour, en même temps, les épisodes sur un player YouTube qui sera visible qu'à l'étranger. Donc il ne faudra pas paniquer si le player Dailymotion ne marche pas. Il y a l'alternative avec le lien YouTube pour les gens qui ne sont pas résidents en France.